Et maintenant, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Laurence, dont la conférence est à cœur ouvert. On applaudit, bien sûr. Bonjour. J'ai toujours eu un rapport au cœur un peu différent des autres. J'ai une sœur jumelle, mais moi, j'ai une chance en plus qu'elle n'a pas eue. Je suis née avec une malformation cardiaque congénitale qui a nécessité une lourde opération à l'âge de 6 ans et demi. Alors j'avais bien conscience de ce qui allait m'arriver, et à l'époque, j'étais complètement sous le charme, pour ne pas dire amoureuse, de l'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin, l'homme bionique, à qui on a rajouté des prothèses suite à un accident. C'était mon héros. C'était mon héros, effectivement. Et ça m'émeut encore de le dire. Oui, moi, j'étais tout à fait persuadée que cette opération allait augmenter mes capacités physiques et qu'après, j'aurais des super pouvoirs. Alors, j'avais absolument pas peur d'aller sur la table d'opération et j'avais pas peur parce que tout simplement, j'allais être proche de mon héros encore une fois. Alors, j'étais dans la confiance, j'étais tout à fait dans la confiance et, excusez-moi, j'avais confiance et tout s'est bien passé. Alors, d'un point de vue médical, j'avais un trou entre les ventricules. On m'a cousu une pièce en dacron, donc une sorte de polyester. Ça doit être pour ça que j'aime autant la mode et la couture. Je pense que ça vient de là. Donc, l'opération s'est bien passée et je reprenais une vie normale de petite fille, puis une vie normale d'adolescente, puis une vie normale de femme. En 2002, je me rapprochais une nouvelle fois de mon héros, Steve Austin, en intégrant un grand groupe américain, spécialiste notamment des implants cardiaques. J'ai rejoint la division rythmologie. Et profitant du réseau de cardiologues de ma société, je me suis dit en 2005, tiens, si je faisais un petit contrôle de routine. Ah bah j'ai pas été déçue du voyage, je peux vous dire. Le verdict tombe. Madame, vous avez une bombe à bord. Une bombe à bord? Oui, et on doit vous opérer du cœur au plus vite. Mais quand? Je regarde, dans 4 mois. Attendez, j'ai une bombe à bord et l'équipe de déminage, elle ne peut pas me prendre en charge avant 4 mois? D'accord. Ok. De toute façon, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas aller contre cette décision. Alors, la seule chose que je maîtrisais, c'était le présent et le choix du chirurgien à qui j'allais confier mon cœur. Alors, je décidai de m'inscrire dans le présent tout en me mettant en action. Alors, dans mon cas, il y avait 2 options. Option 1, un pacemaker et un changement de valve cardiaque. Option 2, la première option, c'était la plus probable, évidemment. Option 2, 3% de chance qu'il n'y ait qu'une simple chirurgie. Alors, mes petits 3% et moi, nous sommes mis en quête de la recherche de mon chirurgien. Et là, je devenais la VRP de mon propre cœur. J'ai vu 5 chirurgiens. Et j'ai choisi le moins communicant et le moins rassurant. Pourquoi je l'ai choisi? Pourquoi? Parce que ce chirurgien avait un piano à queue noire au fond de son bureau. Vous ne voyez toujours pas? Ben, c'est que c'était un virtuose. J'avais très envie que ça soit lui qui pose sur moi, sur mon corps, ses mains agiles et délicates. Enfin, sur mon cœur. C'était décidé, ce Mozart du cœur allait m'opérer. Chaque jour, je méditais. Je visualisais toutes les cellules de mon corps.
Je parlais à mon cœur, je lui disais, allez, on y va, on se mobilise pour être dans les meilleures conditions. Ça te dirait de te préparer à faire mentir le corps médical ? J'étais dans la gratitude de la vie. Une foi profonde m'envahissait. Je devenais le coach de mon propre cœur. À la sortie du bloc, le chirurgien annonçait, ému, « C'est un miracle !» Il s'était passé quelque chose qu'il dépassait, ça c'est sûr. Alors, si moi j'ai réussi avec mes 3%, dites-vous que tant qu'il y a du pourcentage, il y a de l'espoir. Alors, accrochez-vous, croyez-y du fond du cœur. Vous savez quelle est la différence entre ma première opération et ma seconde opération ? Eh bien, pour la première opération, je me suis raccrochée au super pouvoir de mon héros. Et pour la seconde opération, j'ai fait confiance à mes super pouvoirs. J'étais devenue mon héroïne. Et ce jour-là, j'ai découvert l'équation du miracle. Alors, c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit d'aligner 4 petites choses. La pensée, l'émotion, l'action et le lâcher-prise. Alors, il faut bosser un petit peu pour avoir les 4. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai commencé tôt. Alors, j'ai un petit peu d'avance. C'est un peu normal que j'ai un petit peu de pratique aussi. Vous savez, quand on est amené à vivre ce type d'expérience, eh bien, on est amené à être plus réceptif à d'autres types d'expériences du monde de l'invisible. L'été dernier, je me rends en Australie pour rejoindre ma sœur. Et là, toutes les deux, on se rend à une soirée tout à fait informelle. Et là, je croise Moxie, un aborigène. Et Moxie me dit, il me regarde d'un regard fixe et pénétrant. Et il me dit, Laurence, quand je te regarde, je vois derrière toi de la lumière blanche et des arcs-en-ciel. Quoi ? Mais c'est exactement ce que je visualise pendant ma méditation. C'est dingue. Il voit ce que je visualise pendant ma méditation. Alors à mon tour, moi je prends un court instant, je ferme les yeux. Parce que je vois mieux les yeux fermés, je crois que vous aviez compris déjà. Hein. Et je lui dis, mais Moxie, moi aussi je vois. Je suis en train de voir, j'ai vu une tortue de mer noire et blanche. Et là, le Moxie, il me dit, non mais tu viens de voir l'animal totem de notre communauté. Mais Laurence, t'es spéciale. Bah, pour être spéciale, oui, je peux vous le confirmer, je suis spéciale. Hein. VRP, coach, et puis encore bien d'autres choses. Hein. Et il me dit, bah, comme tu es spéciale, je vais faire quelque chose de spécial. Et j'aimerais te transmettre le nom de ma grand-mère. Dawar Dalumba. Ça veut dire les étoiles qui reflètent sur la mer. Oh, j'étais super touchée par cette attention. Et puis il me dit encore autre chose. Apparemment, ce n'était pas suffisant. Alors bon, d'accord. Je souhaite te remettre ce pendentif en cristal de roche qui vient de la terre de mes ancêtres. Bah, écoute, je suis encore une nouvelle fois touchée par ces cadeaux et tant d'attention. Non, pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques, je vous garantis que non, il ne vient pas de la boutique Karma Yoga Shop. Non, 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 non. Il est certifié aborigène. Donc ça, je vais mettre ça au clair tout de suite. D'accord ? Alors, c'est vrai que pour l'obtenir, il faut trouver l'animal totem. Ok ? Autrement, ça serait trop simple, hein, quand même. Voilà. Il est joli. Et peut-être qu'il vaut 3 milliards, qui sait ? Peut-être le faire expertiser. On verra. De retour d'Australie, de ce voyage absolument incroyable et hors du temps, j'apprends qu'un collègue de 39 ans qui est insuffisant cardiaque suite à un AVC va subir une transplantation cardiaque. L'opération se solde par un échec. Il meurt. Alors, ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est ce que diront les médecins. On cherche à trouver une raison pour se rassurer. C'est ça, une raison médicale ou scientifique. Mais moi, j'avais beau m'inscrire dans le présent,
j'avais beau accueillir ce drame, que je ne comprends toujours pas d'ailleurs, il y avait quelque chose qui me dérangeait, qui me chagrinait dans cette histoire. Et si le donneur et le receveur n'étaient tout simplement pas prêts? Qu'il manquait un ingrédient subtil pour accompagner ces transplantations? Alors, j'ai mené mon enquête et j'aimerais maintenant partager avec vous quelques histoires de patients transplantés. En France, un homme, après sa transplantation, devient fumeur et joueur de PMU dans un PMU qui est complètement à l'opposé de son domicile. C'est les habitudes du donneur. Aux États-Unis, Claire Silva, après sa transplantation cardiaque, elle a des folles envies de bière, de croquettes de poulet KFC, de poivrons verts et de bar Snickers. Ce sont les habitudes du donneur. Elle se met même à avoir une démarche virile. C'est ce que remarque sa famille. Et encore plus étrange, elle se met à attirer les femmes. Et elle a envie des femmes également. C'est troublant. On a une histoire en Suisse. Kurt Hauser, après sa transplantation, il devient complètement impatient, accro au shopping, et alors, il adore par-dessus tout faire les soldes. Voilà. Et sa femme le taquine en lui disant « Mais tu as dû avoir le cœur d'une femme, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. » Carter, un bébé de 8 mois, reçoit le cœur d'un autre bébé de 18 mois. Quand Carter a 5 ans, il est amené à rencontrer le papa du donneur et qui se trouvait dans une grande assemblée, dans une église où il y a beaucoup de monde. Carter file directement sur le papa, sur les genoux du papa, et lui dit « Papa ». Et je termine avec une anecdote qui est assez intéressante également. Une fillette de 10 ans reçoit le cœur d'un petit garçon mort assassiné. Après la transplantation, très rapidement, elle se met à faire des rêves qui donnent les circonstances exactes de ce meurtre. Ces informations qui vont être données d'abord au corps médical et ensuite à la police va permettre de résoudre cette énigme. Elles sont quand même troublantes, ces histoires, vous ne trouvez pas? C'est quand même assez incroyable. Eh bien, elles représentent 6% des personnes transplantées, soit 2 fois 3%. C'est doublement énorme. C'est incroyable, toutes ces histoires. Ça veut dire peut-être que lors d'une transplantation, on pourrait recevoir plus qu'un cœur? Les traits de personnalité du donneur? La philosophie de vie du donneur également? Oui. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez dans cette conférence, c'est que 3%, c'est énorme. Et d'ailleurs, Moxie me disait, quand ils cherchent de l'eau, les aborigènes cherchent de l'eau dans des endroits improbables, ils pensent l'eau, ils ressentent l'eau, ils deviennent l'eau, et elle se manifeste à eux très rapidement. La recette du miracle, c'est d'aligner la pensée, l'émotion, l'action et le lâcher-prise. Et puis, une dernière chose qui est importante également, c'est que s'inscrire dans le présent n'a du sens que si on se met en action. Alors c'est marrant, mais en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que j'étais prête. Oui, prête pour opérer un changement. Mon rêve, enfin, le rêve de Dawar Dalumba, serait d'accompagner les personnes transplantées et explantées à mieux quitter et à mieux recevoir un cœur. On pourrait mettre ces cœurs en réseau Wi-Fi. Imaginez une sorte de pont invisible qui permettrait au cœur de se rencontrer dans un monde subtil avant la transplantation. Je veux accompagner ces cœurs. Trouver ce lien d'interconnexion. Le cœur, ce n'est pas qu'une simple pièce de rechange. C'est bien plus que ça. Et bien plus subtil que ça d'ailleurs. N'attendons pas une transplantation pour nous connecter au cœur des autres. Merci. Merci.
Merci. Merci Laurence.